Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Logique sociale, collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Stephen Liu, former des innovateurs radicaux. Pour une pédagogie de l'émancipation, 2022. Thomas Bujon, une affaire de stupes, démantèlement d'un trafic de drogue dans un grand ensemble HLM, 1998 à 1999, 2022. Sofiane Bouhdhiba, le mariage en Tunisie. Entre continuité et rupture, 2022. Gilles Sarter, le pouvoir social, découvrir Eric Olin Wright, 2022. Maurizio Catani et Salvatore Pallidda, les Scaldini. Ces Rital qui ont chauffé Paris pendant un siècle, 2022. Jean-Michel Dewey, carte postale à travers le monde, 2022. Georges Jourdam, le traitement de la pauvreté en France. Dons, œuvres charitables et laïques, bénévolat, philanthropie, mécénat et action publique, 2022. Sébastien Jakubowski, la territorialisation des politiques publiques dans une métropole française, 2013 à 2015, du sociologue au consultant, 2022. Sophie-Hélène Trigeaud, socio-anthropologie en terrain sensible, essai épistémologique, pratique et éthique, 2022. Bruno Bouet, entre déclinisme et autochtonie, le parc national de la Réunion au défi des inégalités environnementales, 2022. Préface, la violence en héritage. Le djihadisme est un terme utilisé communément par les médias et les milieux du contre-terrorisme voire les scientifiques en référence, le plus souvent, à des musulmans sunnites ayant recours à la violence pour réaliser leurs objectifs politiques. Il représente aujourd'hui pour ses défenseurs une tentative d'imposer un prétendu retour vers ce qui est considéré comme le vrai islam par le combat armé. Comme phénomène transnational et international, le djihadisme est né à partir de 1979 dans la foulée de l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Dans un contexte de guerre froide opposant les États-Unis à l'Union soviétique, cette agression militaire engendre une réponse forte de Washington qui, appuyé par son allié saoudien, finance la résistance afghane contre les occupants. Plusieurs milliards de dollars sont injectés dans cette opération. Dans le même temps, au niveau international, l'appel au djihad est relayé, médiatiquement du moins, par Oussama Ben Laden, 1957 à 2011, à travers son organisation Al-Qaïda et de jeunes recrues, surtout du Moyen-Orient à cette époque, rejoignent la cause. La guerre d'Afghanistan se termine en 1989 par le retrait de l'armée rouge. Néanmoins, des milliers de djihadistes surentraînés, armés et fanatisés survivent au conflit. Pour eux, la défaite militaire de l'URSS et peu après, son effondrement représente le triomphe de l'islam sur le communisme. Par ailleurs, ils sont persuadés que la force triomphe de tout, d'autant qu'ils disposent des meilleures armes et comptent à leur actif une décennie d'expérience militaire. Dans cet état d'esprit, les combattants étrangers regagnent leur patrie. La plupart d'entre eux sont des islamistes radicaux qui ont fui la répression des régimes autoritaires de leur pays pour mener, en Afghanistan, un djihad qu'ils n'ont pu mener chez eux. Leur retour, à partir des années 1990, coïncide avec un foisonnement de mouvements djihadistes disparates et le début des attentats suicides dans les pays musulmans. Les accent aigu géorgement des civils en Algérie, à la suite de l'annulation de la victoire électorale du Front islamique du salut, FI, ou les violences anti-chiites au Pakistan sont autant d'événements qui inscrivent la terreur au cœur des sociétés musulmanes. Toutefois, le 11 septembre 2001 instaure un tournant. Les Américains sont frappés au cœur de leur territoire concrétisant le projet le plus ambitieux de Ben Laden. La deuxième guerre du Golfe, 2003 à 2011, et le chaos qu'elle engendre en Irak offre un nouveau souffle aux mouvements djihadistes qui y migrent ou qui y émergent. En toute logique, les attentats terroristes se multiplient.
Au début, confinés dans les régions montagneuses autour de l'Afghanistan, les djihadistes arpentent depuis les zones de guerre et sont partie prenante de conflits qui se multiplient à partir de 2011. Ainsi, après la destruction de l'Irak et l'échec des printemps arabes, la Syrie et la Libye plongent à leur tour dans des guerres civiles. Dans un monde désormais globalisé, ces zones de guerre deviennent autant d'opportunités de développement et d'expansion du djihadisme. Les attentats suicides ou les attaques indiscriminées et délibérées contre des civils commencent à devenir une stratégie de terreur-spectacle. La nouvelle génération de djihadistes est davantage engagée dans une sorte de guerre cosmique sans but tangible particulier, si ce n'est d'infliger un maximum de dommages à ceux qui sont identifiés comme des ennemis, juifs, chrétiens, chiites, soufis et tout musulman opposés à leur version de l'islam, avec pour objectif une hypothétique ascension au paradis. Parmi la nouvelle vague, Daesh jouit d'une notoriété toute particulière. Il proclame le califat et rejette la démocratie, le nationalisme, la laïcité, l'Occident, pratique des châtiments comme la crucifixion ou la décapitation, a recours à l'esclavage et rétablit le statut de dhimmi pour les chrétiens et les juifs. Fait inédit, l'organisation séduit une certaine faction de la jeunesse musulmane européenne jusqu'alors hermétique à l'appel du djihad international. Dès lors, des volontaires vont à la périphérie du monde musulman, Kosovo, Tchétchénie, Afghanistan, Cachemire, Philippines. Souvent, ils sont eux-mêmes issus des périphéries dans leur société et leur trajectoire. C'est sur cette nouvelle génération de djihadistes que porte le livre d'Aïcha Bacha, et plus particulièrement, sur les jeunes Belges ayant rejoint le djihad. Même si le djihadisme moderne est né dans les maquis afghans, à la suite de l'invasion soviétique de l'Afghanistan, les études sur le djihadisme et plus largement la radicalisation violente des jeunes se sont particulièrement multipliées ces 20 dernières années. Beaucoup de ces écrits abordent les questions sous l'angle idéologique ou religieux, d'autres encore se focalisent sur les caractéristiques psychologiques des jeunes, ou encore sur les lieux de la radicalisation ou de l'embrigadement, voire les conditions économiques. Le livre de Madame Bacha pourrait donc de prime abord n'apparaître que comme une publication supplémentaire sur un phénomène déjà longuement débattu, le suicide halal, comme nommé par l'auteur, or il n'en est rien. Au contraire, il ouvre une perspective nouvelle et inédite sur l'étude de la radicalisation en se penchant, pour comprendre encore un peu mieux le processus, sur la place des familles et les différents types de transmission de la violence en leur sein qui marqueront le futur des djihadistes. C'est la transmission intergénérationnelle de la violence qui est présentée dans ce livre comme une des causes de la radicalisation violente. Par ailleurs, les aspects originaux du livre sont multiples. Tout d'abord, l'étude se concentre sur les djihadistes belges et en cela reflète les caractéristiques de la Belgique, pays d'immigration où les populations d'origine marocaine et turque ont été traditionnellement les plus nombreuses. Or, en Belgique, une majorité des jeunes djihadistes est issue de la diaspora marocaine, ce qu'interroge l'auteur de ce livre en analysant ces caractéristiques. Deuxièmement, le livre se focalise sur les mères des djihadistes en se concentrant sur leur discours. L'auteur a passé beaucoup de temps avec elles et a partagé leurs activités. Elle a analysé leur trajectoire, les circonstances de leur arrivée pour certaines dans un pays étranger. Elles sont le cœur de ce livre. Or, les belgo-marocaines sont très attachées à leur pays d'origine. Par exemple, 86% d'entre elles ont des conjoints d'origine marocaine. Par ailleurs, si nous ne tenons pas compte des convertis qui ne sont pas abordés dans cette étude, la majorité des mamans des jeunes djihadistes est originaire de la même région nord du Maroc, Al-Hoceïma, Nador, Tanger, Tétouan. C'est pourquoi l'auteur s'étend également sur une analyse historique et géographique de la région connue pour ses faits d'armes et sa culture de la résistance militaire. Économiquement, les mères sont issues de territoires où la culture de la drogue a été centrale et qui de surcroît ont souffert de marginalisation en raison de la résistance dont elles faisaient preuve. Les familles évoquées sont toutes imprégnées de patriarcat, et par ailleurs ont traversé des faits de violence d'une manière ou de l'autre. La plongée dans le quotidien des familles et de leur passé est à mon sens tout aussi enrichissant que les liens avec la radicalisation des jeunes issus de la diaspora marocaine. Troisièmement, le livre est issu d'une recherche doctorale que j'ai eu l'honneur de diriger et qui porte sur des dizaines d'années de recherche de terrain et 6 années d'enquête systématique.
Il ne s'agit pas d'une recherche rapide de quelques mois, mais bien d'un travail minutieux et approfondi de longue haleine pour laquelle les qualités de la chercheuse ont joué un rôle important. L'auteure est elle-même issue de la diaspora marocaine qu'elle connaît bien, et dont elle pratique bien évidemment les langues. Mais cela n'aurait pas été suffisant pour construire une étude riche et documentée. En effet, l'auteure Aïcha Bacha a fait montre d'une distanciation nécessaire pour différencier ce travail scientifique d'un simple plaidoyer. Enfin, il faut souligner que même si les psychologues se sont penchés sur les djihadistes afin de déceler ce qui les avait entraînés dans un engrenage mortel, l'approche psychosociale de cet ouvrage est tout à fait novatrice puisqu'elle se base sur la transmission intergénérationnelle de la violence. Elle développe le rôle de l'apprentissage social, qui constitue une des originalités de l'analyse de la radicalisation violente de ce livre. Professeur Firouzena Avandi, 10 avril 2022. Introduction. Les souffrances familiales, comme les anneaux d'une chaîne, se répètent de génération en génération jusqu'à ce qu'un descendant, dans ce cas peut-être toi, en prenne conscience et transforme sa malédiction en bénédiction. Alejandro Jodorowsky. Ce livre prend sa source dans une expérience personnelle. En effet, alors que nous sommes membres de plusieurs cafés littéraires abordant des questions liées au vivre ensemble, en février 2012, nous avons l'occasion de rencontrer des nouveaux membres. Des mères de djihadistes, des jeunes partis combattre en Syrie. Elles sont en majorité marocaines. À cette époque, bouleversées et perdues, toutes s'interrogent sur les enchaînements qui ont mené au départ de leur enfant. Pourquoi leur petit ange a pris cette décision ? Cette interrogation nous interpelle particulièrement et nous mène à une réflexion sur la radicalisation violente. Après de nombreuses heures passées avec ces mères, de multiples séances de travail, des soirées intenses de discussion avec elles, nous commençons également à nous interroger sur le rôle de la sphère familiale dans la radicalisation violente des jeunes dont le nombre est de plus en plus important. En février 2019, les chiffres publiés par l'OCAM illustrent que 422 djihadistes belges ont tenté de rejoindre la Syrie. Parmi eux, 142 ont certainement trouvé la mort, 150 se trouvent probablement au Moyen-Orient, 130 autres sont rentrés en Belgique. Et finalement, une dizaine de djihadistes belges ont été tués dans les attentats de Bruxelles et de Paris. Un constat : la majorité des jeunes djihadistes belges sont issus de la diaspora marocaine de Belgique. L' septembre 2001 est une date décisive dans l'histoire de cette première communauté musulmane en nombre de Belgique, et focalise l'attention des médias sur elle. En effet, depuis, 128 attentats sont perpétrés en Europe, dont 20 en Belgique et dont les concepteurs et les exécuteurs sont issus de cette communauté. Dès lors, progressivement, le débat autour de cette communauté change. Le débat bifurque vers de nouveaux sujets, notamment celui de la radicalisation violente des jeunes issus de cette communauté placée sous le signe de la suspicion par l'opinion publique. De l'expérience personnelle à la construction d'un objet d'étude. En partant d'un questionnement sur les motivations, pourquoi et comment des jeunes qui vivent dans une démocratie se radicalisent-ils, au point d'être disposés à recourir à la violence terroriste contre des civils de leur propre patrie, nous nous sommes progressivement intéressés aux mères des djihadistes, souvent reconnues dans la littérature comme étant la première école d'apprentissage de tout enfant. Par ailleurs, nous nous sommes centrés sur les femmes car elles sont les principales dispensatrices de soins tandis que les pères assurent souvent le rôle de soutien et de support. Nous avons alors multiplié les rencontres avec les mères et organisé des activités communes. Nous avons également organisé une conférence de presse ensemble pour sensibiliser des jeunes à la radicalisation, sur les dangers de la radicalisation. Les mères nous ont invités à assister à des groupes de parole entre parents de jeunes partis faire le djihad, en Syrie. C'est à la suite de ces activités que nous avons pris conscience de pouvoir discuter avec ces parents et développer des points ensemble. La définition de la radicalisation violente, la compréhension des raisons et des causes de son apparition et comment la contrer ensemble. En 2012, la radicalisation violente est devenue une priorité de recherche pour la communauté scientifique qui s'y intéresse de plus en plus, sans vraiment en détailler les contours. Pour notre part,
Nous consultons un nombre important d'études et d'articles sur le phénomène où la plupart des définitions qui sont données du processus de radicalisation violente sont étroites et unilatérales. Elles nous éclairent néanmoins, à certains égards, sur les éventuelles motivations et causes. La revue de la littérature sur la radicalisation violente. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.